Bon, alors, c'était mon premier chemin. Je suis déjà prête à repartir. Pour ça, je l'ai apporté. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait un immense plaisir. Je suis vraiment très excitée de venir donner cette conférence-là. C'est pour moi, c'est un privilège. Je suis vraiment très, très, très heureuse. Puis, je voulais commencer en remerciant certaines personnes en particulier. Je voulais remercier Joanne Plante et Gaëtane Lessard en particulier parce qu'ils m'ont donné beaucoup de conseils. Quand c'est ton premier chemin, là, c'est tellement important, c'est tellement soutenant. Puis André Jourdain de m'avoir invité. Et Michel pour le soutien technique, bien sûr. Et puis aussi mon ami qui est ici présent ce soir et qui m'a apporté tout le soutien pour être capable de faire cette merveilleuse. Et le meilleur soutien qu'il m'a donné, c'est de ne pas être là, puisque je l'ai fait tout seul et ça s'est très, très bien passé. Alors, je voulais commencer en me présentant un petit peu. Je suis du domaine de l'éducation, puis moi, mes passions, j'ai étudié en écologie, donc les plantes, la nature, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis, avec l'âge, parce que c'est sûr que ma présentation va être pas mal différente de celle qu'on a vue, parce que moi, j'ai 70 ans dépassés. C'est une autre façon de voir les choses. Et avec le temps, la prise de conscience de, comment dirais-je, sentir de où est-ce qu'on vient puis où est-ce qu'on s'en va. Donc, tous les aspects historiques, pour moi, c'est quelque chose qui me passionne aussi beaucoup. Bon, alors, le contexte, comme je disais, je l'ai fait toute seule, mais avec mon ami Richard, on a commencé par faire un peu de tourisme au Portugal. Moi, je n'étais jamais allée au Portugal. J'ai appris un petit peu le portugais. Je m'en venais quand même pas mal bonne. Je vous dirais que j'ai pas mal tout oublié depuis. Ça pourrait revenir. Et puis, le fait de prolonger après, puis de s'imprégner davantage de quelque chose de plus lent. Alors moi, c'est comme tout en lenteur. Tu sais, c'est pas vite, mon affaire. Moi, je prends mon temps pour faire les choses. Fait que j'ai prévu un coussin assez élastique, même à la fin, pour le faire. Pourquoi j'ai choisi ce chemin-là? J'ai donné déjà quelques raisons, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Ça me paraissait relativement facile. J'avais peur, tu sais, c'est mon premier chemin. J'avais peur de ne pas être capable de le faire. C'est quand même 250 kilomètres. Et puis, il y a aussi d'autres raisons dans ce chemin-là. C'est que c'est le chemin portugais, il n'y a pas d'autre chemin qui est aussi relié à la vie de Saint Jacques. Puis en anglais, c'est Saint James. Puis moi, j'ai un petit-fils, il s'appelle James. Et puis, je suis très... comment je lui ai parlé, j'ai dédié mon expérience en bonne partie à lui et il le sait. Puis je sais qu'il va, comme tous les enfants, il va avoir des problèmes dans la vie, puis on peut en venir voir déjà d'avance. Puis, donc, que lui sache que je suis été pour lui une présence importante, puis que je lui ai parlé de Saint James, puis de son caractère, puis tout ça. Donc, c'est une autre raison pourquoi j'ai choisi ce chemin-là. Bon, il y a plusieurs chemins. On a vu le chemin de la côte. Maintenant, pourquoi j'ai choisi le chemin central? Ça, c'est une raison. C'est aussi pour les raisons toutes historiques, parce que les Romains sont passés là. Les rois, depuis bon sang, en tout cas, les rois dans l'âge d'or du Portugal sont passés par là à partir de Lisbonne. Moi, je suis partie de Porto. Et puis, je me suis inspirée beaucoup de l'auteur du guide que j'ai choisi, avec John Brearley. Puis, j'ai été très, très touchée par ce livre-là. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Amène pas ce livre-là, c'est trop lourd, c'est trop pesant. » Ben, le petit poids que ça pesait, pour moi, ça valait son pesant d'or. Parce qu'il y a tout là-dedans.
il y a une approche à la fois spirituelle, pratique pour l'hébergement, pour la nature, pour l'histoire et tout ça. Donc, c'était mon livre de chevet tous les soirs. Je n'avais pas besoin d'aller sur Internet. Et pour revenir à l'aspect technologique, ben oui, ben j'avais comme tout le monde un téléphone, mais j'avais pas de data dessus. Puis bon, on verra qu'est-ce que ça fait un petit peu plus tard, peut-être. OK. Alors, pourquoi aussi? Ben, ce chemin-là, il est très, très bien marqué. Très, très bien marqué, mais il y a des fois aussi, il l'est moins. Ça aussi, on verra ça plus tard. Une autre raison aussi, c'est que, comme j'avais très peur de ne pas être capable, on voyait qu'à peu près à tous les 5 kilomètres, il y a un petit café, il y a un petit quelque chose, il y a quelque chose que 5 kilomètres, tout le monde peut faire 5 kilomètres. Donc, si jamais il y a un problème, puis c'est très sympathique. Puis comme on l'a vu dans la conférence précédente, bien de l'eau, oui, il y en a partout. Puis le poids, c'est notre pire ennemi quand on marche. Donc, oui, marcher avec un poids sur le dos pour se pratiquer avant, c'est très, très important. Et l'eau, c'est très pesant. Donc, moi, j'entraînais pas beaucoup d'eau parce qu'il y en a. Donc, on n'a pas besoin. Je me suis dit, au pire, moi, mettre mes petites pilules, les petites pilules là, qu'ils vendent là, pour. Vous savez, ça goûte un peu l'eau de Javel, mais après 2-3 heures, on ne s'en rend pas compte. On peut se le dire tout de suite. Voilà. Bon, les avantages de la saison. Moi, c'était fin septembre et mi-octobre. Et moi, j'ai trouvé ça fantastique parce qu'il fait frais. Ben frais, entre 10 degrés le matin et puis, je dirais, 28 l'après-midi. Mais moi, je supporte très bien la chaleur, puis j'ai l'habitude de ces écarts de température-là. Moins de touristes aussi, plus de disponibilité d'hébergement, mais la grille de temps, quand même, il faut faire attention parce que si on attend trop, ben là, on risque de prendre beaucoup de pluie. Ça aussi, ça été amener quelques petites choses, peut-être que ça aurait été bien, j'avais pu l'éviter, mais en même temps, j'étais contente d'avoir au moins un peu de pluie, parce qu'il y a plu les 3 dernières journées, finalement, juste ça. Et puis, pourquoi j'ai choisi, en plus, avec le chemin central, c'est qu'on a des petits bouts. Est-ce qu'on peut avoir accès à la mer aussi? Parce que l'aspect de la mer, c'est formidable. Mais je ne voulais pas en avoir trop non plus. Je voulais plus avoir l'aspect historique. Puis, comme je disais, je viens juste de dire, j'étais très contente qu'il y ait un peu de pluie parce que j'avais traîné, vous voyez, dans mon sac, là, ici, là. Mon équipement de pluie, là, c'est dans le petit compartiment ici. Parce que mon sac, c'est juste un 18 litres. Hein? 18 litres. Ben, tu sais, je mesure 5 pieds 2 puis je pèse 120 livres. Il ne faut pas que j'en prenne trop. Et il y avait tout ce que j'avais besoin là-dedans. Puis mon petit truc de pluie, là, je l'ai ouvert juste les deux derniers jours. Fait que je n'avais pas besoin de m'enfarger là-dedans. C'était vraiment pratique. Je l'ai rajouté. Donc, ça fait 20 litres. On peut dire ça comme ça. Voilà. Alors là, moi, j'ai commencé en trichant un peu. J'aime pas utiliser le mot là, comme ça, mais comme j'avais peur de ne pas être capable, puis je voyais toutes les premières étapes, là, c'était toujours, comme on l'a vu tantôt, des 30 kilomètres. Ah non, moi, j'en ai soigné des ampoules, moi aussi. C'était pas mon père, mais des petits jeunes là, qui partaient, là, puis qui, on va être capable, 35 kilomètres, puis ils sont pliés avec les ampoules, puis j'en ai soigné. Bien, moi, je me suis dit non, je vais arranger ça pour, si j'ai un peu de misère, on va faire ça à mon rythme, je vais arrêter quand je vais sentir. Puis j'ai des ampoules, j'en ai fait une petite, puis ça s'est guéri vite, ça s'est bien arrangé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, de Porto, j'ai pris... en fait, c'est pas tout à fait vrai. Comme j'avais fait un peu de tourisme, j'étais à Tomar, pour commencer, la ville des Templiers. Et de Tomar, ben là, je suis allée à Porto. Bon, il fallait faire quand même attention parce que mon portugais que je pensais qu'il était bon, là, je veux dire, j'attendais à la gare de Tomar, puis j'ai manqué le train du matin. Je suis retournée voir le gars. Parce que je voyais Lisbonne en haut, que ça allait à Lisbonne. Je dis non, mais je m'en vais à Porto, moi, je ne m'en vais pas à Lisbonne. Je voyais Lisbonne sur le train. Je suis retournée voir le chauffeur. Il dit, ben non, mais je te l'avais dit, là, c'était lui. Là. Heureusement, il y en avait un autre 20 minutes plus tard. Les trains en Europe, c'est formidable, puis ça ne coûte pas cher. Donc, là, je suis arrivée à Porto. Et de Porto, c'est là que j'ai pas voulu marcher, c'était compliqué, tout ça, puis je voulais sauver le 30 km et tout. Oui, OK, alors j'ai pris le métro à Porto, de la gare Campagna, juste à côté, il y a la station de métro. Ce qui est comique, c'est que au train,
les employés, ils t'expliquent tout. Il y a des guichets, ils peuvent tout expliquer. Là, tu sors de là, c'est la station de métro. Là, il n'y a plus personne. C'est tous des trucs automatiques. Et puis là, moi, j'avais l'air complètement désemparée. C'était comme ça, là. Et puis là, il y a une dame qui est arrivée qui m'a dit, mais là, tu as besoin d'aide, là. Puis c'est elle qui m'a acheté le ticket, c'est qui m'a fait partir. Et puis là, elle m'a dit, là, il faut que tu t'en ailles à Pavoa de Varzim, là, comme on le voit, le Pavoa de Varzim, comme on a vu tantôt, là, ici, direction, et puis t'arrêtes à la station de métro Santa Clara. OK, c'est correct. Et puis là, dans le métro, il fallait faire un transfert, puis je n'avais pas très bien compris, mais tous les gens autour, ils entendaient. Et puis là, quand j'étais dans le métro, les gens se levaient dans le trou, ils disaient, Madame, levez-vous, là, c'est ici. C'était vraiment... Mais c'est pour ça pour dire comment les Portugais sont vraiment extraordinaires, gentils, aimants. Des anges gardiens, j'en ai eu sur mon chemin, là, à plusieurs reprises. Voilà. Alors, et là, j'arrivais à Villa de Condé, ma première ville. Donc là, j'avais évité le 30 km du début. Là, j'étais tranquille, puis je pouvais vraiment aller à mon rythme. Alors, les étapes. OK. Il y a des cartes qui sont quand même un petit peu plus claires que ça. Là, Michel me l'a quand même bien dit, mais... Mais quand même, ce qui est important de retenir dans cette carte-là, c'est que c'est des étapes qui sont conseillées, mais on arrange ça un petit peu selon nos capacités. On le voit, le sentier de la côte vis-à-vis, on voit le sentier central aussi. Donc, c'est toutes ces étapes-là que j'ai fait avec des endroits où j'ai arrêté quand même un petit peu plus longtemps. Bon, moi, je n'ai pas trouvé que le dénivelé, c'était difficile. Je voyais tout le temps, dans le livre, on disait 400 mètres, des trucs comme ça. Mais sur une longue distance, ça paraît presque pas. Je n'ai pas trouvé du tout le parcours difficile. Bon, alors j'ai divisé, comme on peut dire, mon parcours en trois grandes étapes. Donc, les premières parties, c'est au Portugal, finalement. La deuxième partie, je l'ai divisée en deux, tout simplement. Bon, donc, c'est la première des trois parties. Puis là, vous voyez, là, mes distances que j'ai parcourues, c'est 14 km, 20 km, bon, on se force, on se fatigue pas trop. Voilà. Et les dates, puis je suis restée 2 jours à Ponte de Lima. Je me suis payé la traite. C'était quand même mon anniversaire. Il fallait que je me fête un petit peu, quand même. Et puis, 4 octobre, c'est pas rien, là. C'est la fête de Saint-François d'Assise. Puis, on est ici dans l'église de Saint-François d'Assise, quand même. Bon, alors, Villa de Condé, c'était ma première auberge, ou mon premier arrêt dans une auberge, à part à Tomar, là, mais auberge de pèlerins comme telle. C'était à Villa de Condé, donc j'arrive sur la place de la République, très jolie ville, on voit la mer, bon, tout ça. Et puis, c'est un peu comique parce que comme c'est la première fois, je ne savais pas trop comment ça marchait, puis tout ça. J'ai osé demander à la tenancière si elle ne pouvait pas séparer les dortoirs, de mettre juste les femmes d'un côté puis les hommes de l'autre. Ben, elle l'a fait, c'est ça. Elle l'a fait, mais j'ai dû payer le double parce qu'elle dit, pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'homme qui rentre ici, il faut que vous réserviez le lit matrimonial, tu sais, qu'il n'y en a pas. Mais ça faisait 24 €, c'était quand même pas... Mais c'était très cher pour ça, mais je ne savais pas, c'était la première fois. Mais c'était quand même drôle. Ça, c'est la seule fois où j'ai fait ça. Je n'ai pas fait ça le reste du temps. Puis à côté, j'en revenais pas. Il y avait un marché extraordinaire où j'ai mangé du poulet portugais formidable, avec de la morue. Bon, c'est de la morue au Portugal, il y en a. Mais ce qui était drôle, le marché qui était vraiment formidable, avec des charcuteries, des fromages, des produits de toutes sortes extraordinaires. Le soir même, ils démontent tout, puis le lendemain, ils le remontent, puis ils font ça tous les jours de la semaine. On n'en revenait pas, puis c'était juste à côté de l'auberge de pèlerins. Puis bon, après ça, il y avait des Américaines qui voulaient marcher avec moi le lendemain, mais elles se sont levées à 6 heures du matin. Puis moi, je partais à 7 heures, donc c'est sûr que c'était pas possible. Et donc, j'ai continué à marcher toute seule. Puis là, il fallait sortir pour aller rejoindre le chemin central. Et juste dans le livre, on dit que j'avais passé devant, je l'avais vu, derrière ce magnifique couvent monastère des Clarisses,
qui est en train de, au moment où je suis passée, il est en train de se transformer en hôtel de luxe, comme bien des édifices religieux, mais ça va être quelque chose, là, avec la vue sur la mer. Et juste à côté de l'aqueduc, qui date, le couvent, c'est du 14e siècle, l'aqueduc mesure 4 kilomètres quand même. Ben, il y a des gens qui suivent l'aqueduc pour aller rejoindre le chemin central, mais dans mon livre, ici, il disait non, faites pas ça, parce que vous allez vous rallonger beaucoup. Alors moi, j'ai suivi, John, j'ai pas suivi les filles. Je sais pas si elles se sont rendues, je les ai jamais revues, mais moi, moi, là, j'ai dit, OK, la mer, je l'ai vue, je suis allée à la plage, c'est magnifique, c'est beau, il y a les dunes qui séparent, on n'est pas envahi de touristes, mais j'en ai suffisamment. Donc, l'aqueduc, on oublie ça, et puis je longe la rivière Ave, et puis je suis mon chemin vers Arcos. Là, en m'en allant là, c'est là que, pas avoir de data, là, j'avais acheté une carte SIM, une carte SIM avec soi-disant 10 gigs ou je sais pas quoi, là, je sais pas comment ça s'appelle. Puis il m'avait dit, si tu n'écoutes pas de film, tu vas en avoir assez pour... Inquiète-toi pas, tout va bien aller. Ben, j'arrive là, j'étais en train de suivre mon truc, j'étais au milieu, puis j'avais pris la précaution de télécharger une carte où est-ce qu'il y a du Wi-Fi. Fait que là, en plein milieu, j'aurais plus rien, mon téléphone complètement effacé. Puis là, entre le chemin de la côte puis le chemin central, c'est pas indiqué. Franchement, il faut que tu te dises, regarde, c'est par là, c'est vers l'est, donc va-t'en vers l'est. Mais là, alors tout d'un coup, j'étais complètement perdue. Et là, un ange gardien est arrivé, m'a vu que j'étais en détresse, puis il m'a donné ça. Finalement, tout a été parfait. Je me suis retrouvée, mais ça ne s'est plus reproduit, ça non plus. On apprend quand c'est ça qui arrive. Bon, alors là, moi, j'ai été frappée par la présence constante des signes religieux sur les maisons, un peu partout tout le long. Parce que le nord du Portugal, c'est à peu près la région qui est restée le plus... religieuse, qui a été moins frappée par l'envahissement de la laïcité, si on peut dire. Fait que j'ai trouvé ça très beau et j'ai pris quelques photos. Un petit rappel de ce qu'on retrouve beaucoup à Lisbonne, des carreaux de céramique et tout ça, puis les apparitions et tout ça. Donc, j'ai vu ça à plusieurs reprises. Puis, on va en parler peut-être dans l'histoire de ces églises-là, de ce style-là. On en voit beaucoup, beaucoup blanc là, avec les choses comme ça. Moi, c'est tout ce que j'ai trouvé. On a dit que c'est un style dépouillé, mais juste à côté, le monastère qui date du début du Moyen Âge, ben, lui, juste en avant, ben, on voit que ça a été... c'était laissé à l'abandon pendant un certain temps parce que après, à un moment donné, au 18e siècle, là, il y a beaucoup d'édifices religieux qui ont été confisqués. L'Église s'est fait enlever les biens et puis tout ça. Puis ça a été racheté par après. Mais ben, on essaie de les réhabiliter et tout. Donc, les deux étaient un à côté de l'autre. Oui. Alors, là, ça, c'est mon deuxième hébergement. Celle-ci, c'est encore une auberge de pèlerins, Donativo, tout ça. Et puis, pour moi, c'était parfait pour moi, ces hébergements-là, parce que, comme je suis seule, ben, rencontrer d'autres gens, rencontrer d'autres pères, c'est important. Puis, le confort, pour moi, c'est pas très important. Juste, ben, enfin, disons, pour moi, je suis confortable de manière facile. Juste pour vous donner une idée, chez moi, j'ai un poêle à bois. Puis quand j'ai froid chez moi, des fois l'hiver, puis j'ai de la misère à dormir, je m'étends devant le poêle à bois à terre sur le plancher dur, puis je dors là. Tu sais, fait que j'ai pas besoin d'un grand. Fait qu'un petit matelas mou pour moi c'est super confortable. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, les bouchons d'oreilles, ça c'est essentiel. Ça, on va se le dire. On peut vraiment pas s'en passer. Voilà. Et alors, celle-ci, c'est la première auberge qui a été ouverte officiellement pour le chemin de Compostelle. Sao Pedro de Reitz, première auberge officielle, si on peut dire. Et puis là, je m'en vais vers Barcelos. OK. Puis ça, c'est typique. Les chemins typiques, là, entre les propriétés qui sont délimitées par des murets de pierre, des petites ruelles dans lesquelles peut passer un tracteur ou quelque chose comme ça. Il y a certains aspects du chemin qui ressemblent beaucoup, beaucoup à ça. Ça me rappelle souvent, par exemple, une autre raison pourquoi je n'ai pas pris un autre des chemins du Portugal. Il y en a un qui s'appelle, je ne sais pas, Primitivo, je ne sais pas trop. En tout cas, il y en a un autre qui est plus sauvage, je ne me rappelle plus le nom. Puis on m'avait dit, là, des fois, il y a des gangs de chiens errants dans la campagne, puis ils peuvent... là,
il y en a qui m'ont dit que c'était des légendes urbaines, mais bon, en tout cas, je ne sais pas. Là, au moins, il y en a des chiens, mais ils sont sous contrôle, si on peut dire ça comme ça. Bon, alors je disais que j'étais passionnée par la nature, donc pour moi, c'était vraiment un coup de cœur, le Portugal, de voir même à ce temps-là de l'année, les fleurs comme il y en a partout. Alors j'imagine que quand c'est la vraie floraison, ça doit être extraordinaire. Le bouquet du milieu, là, tu rentres dans n'importe quelle église, c'est plein de fleurs partout. Tu as l'air des fleurs en plastique. Non, non, c'est pas des fleurs de plastique. Tu vas toucher ça, c'est tout réel. C'est extraordinaire. Il doit y avoir une armée de bénévoles pour s'occuper de ça. Les champs de bruyères au milieu des forêts d'eucalyptus. Puis l'autre, j'ai fait une petite recherche sur la fleur, ça s'appelle le Phytolacca d'Amérique. Ça aurait été importé d'Amérique, puis c'est devenu une plante envahissante. Les gens, je demandais qu'est-ce que c'était, et il y en a un qui m'a dit que ça s'appelait des raisins de chien. Je sais pas quoi. En tout cas, en portugais, je ne saurais pas comment le répéter, là. Caon, caon, c'est chien en portugais. En tout cas, c'est toxique, soi-disant. Puis, il y en a beaucoup. Fait que c'est pas une sorte de vigne, c'est pas un cépage particulier. Là, parce que des fois, on passe à côté des vignobles, hein, souvent. Là, il ne faut pas penser que c'est un cépage particulier. Voilà. Et les gens qu'on rencontre. Alors ça, c'est mes 4 Français, là. Ils sont supposés venir au Québec cette année faire le truc de Compostelle aux îles de la Madeleine qu'ils m'ont demandé. Hein. Et alors, souvent, quand on rencontre des gens, après ça, on les quitte, mais on les revoit, puis c'est des Français. Fait que tu comprends qu'ils étaient contents. Ils étaient contents de rencontrer des Québécois. Là. Pascal, Éric et Claire. Puis, bon, naturellement, c'est Éric qui est en train de prendre la photo. Et puis, ouais, alors, oui, Pascal qui est en train de remplacer vous savez, l'embout qu'on a au bout là, du bâton, là, ça, là, tu ne peux pas te passer de ça. Là. Ça te prend c'est toute la journée pendant des kilomètres que tu entends tac, 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 là, ça ne marche pas, ça. Fait qu'il m'a gossé, excusez l'expression, un petit bouchon de liège là, pour me faire. Et ça, je prends une parenthèse, je sais que personne n'en parle, ou en tout cas, c'est rare qu'on en entend parler, mais je tiens à en parler parce que pour moi, c'est tellement important. Vous voyez ce que je tiens dans ma main droite, là, un sac. Hein? Bon, naturellement, ça, c'est un chemin qui est dans une montagne qui monte, c'est le mont Franqueira, quelque chose comme ça, pour aller à l'ermida de Nossa Senhora de Franqueira, une petite colline, montagne. Il y a des autos qui peuvent passer là. Et naturellement, ben, comme chez nous, des fois, il y a des gens qui jettent des papiers ou des choses comme ça. Puis là, moi, j'ai le temps. C'est pas un gros, hein, j'ai du temps. On s'en va à Barcelone, c'est pas très loin. Fait que je ramassais toutes les choses qui traînent et tout ça. Puis même, si j'avais des connaissances techniques, là, même je ferais peut-être un YouTube ou quelque chose comme ça pour dire aux gens quoi faire, parce qu'il y a une autre affaire aussi. Là, ça, écoutez bien, des fois, il n'y a pas toujours pour faire les besoins de la nature. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis là, on retrouve toujours un genre de petite clairière. Mais ça donne qu'on dirait que cette petite clairière-là, c'est tout le monde qui l'a adoptée parce qu'elle est tellement, tu sais, là, accueillante, on peut dire. Puis là, tu vois plein de papiers à terre. Et moi, je trouve que le bâton, là, il y a une utilité absolument essentielle. L'essentiel, c'est de creuser un petit trou avec ton bâton, puis mettre ton petit papier qui, oui, là, c'est sûr que si tu le laisses à l'air, il se décompose. Mais là, au moins, il se décompose de façon discrète. Hein? Et personne ne le voit. Puis bon, et puis pour moi, ce serait... écoute, j'ai rencontré des pèlerins, eux autres, ce qu'ils font, ils ont des petits trucs réutilisables. Mais ça, il faut que tu mets ça dans un petit sac de plastique, puis bon, tu sais, je veux dire, c'est pas... Alors... ça, je trouve que ça, c'est passe-partout. Moi, j'en ai eu très rarement besoin parce que quand même, hein, on est capable d'organiser nos affaires, comme on dit. Mais ça a l'air qu'il y a bien du monde qui ne sont pas capables parce que c'est ça. Alors, mais tout ça pour dire que ça m'a pris quand même un certain temps, puis je pensais avoir du temps pour le faire, puis là, je me suis ramassée là, à la fameuse Ermitage avec des haut-parleurs qui jouaient une musique angélique en haut de la montagne, on pouvait voir l'Espagne et tout ça, c'était vraiment extraordinaire. Mais là, les Français, eux autres, ils étaient partis, là, parce qu'ils ont un rythme peut-être un peu plus, moins contemplatif, on va dire ça comme ça. Et puis, alors là, rendu en haut de la montagne, retrouver le chemin, là, tu ne peux pas retourner d'où est-ce que tu étais parce que tu vas retourner sur ton cheval. Tu le trouves, ça où ça sort. J'avais beau tourner en rond, je ne sais pas pendant combien de temps, je n'ai jamais retrouvé la fameuse flèche. Je demandais aux gens, personne dans les Portugais qui faisaient un pique-nique là-bas, personne ne savait. Et finalement, j'ai fini par y arriver, mais après un peu plus de contemplation, bien sûr. Et puis...
Et là, finalement, je suis arrivée à... Là, Barcelos, là, on ne le voit pas. Je l'ai sauté parce que je suis arrivée à quelle heure à Barcelos, là? Je suis arrivée tard à Barcelos. Puis Barcelos, c'est magnifique, la ville du coq. Vous savez, la légende du coq. Ben, je l'ai vue, tout ça, mais j'étais fatiguée. J'avais pas le temps de faire des photos. J'arrivais tard, tout ça. Donc, j'ai pas de photos, tout ça. C'est pas grave, il faut y aller. Puis le lendemain, autre petit mésaventure, encore une fois, de ne pas être trop habile. Merci, Joanne, de m'avoir donné l'application Buen Camino. C'est très, très utile. Une fois qu'on sait comment s'en sert, puis qu'on ressent que c'est urgent de s'en servir. Mais tant que c'est pas urgent, c'est pas grave, là, avec ça, ça va très bien. Mais là, c'était urgent. Pourquoi? Parce que je sors de l'auberge de Barcelos, à la sortie de la ville. Bien là, qu'est-ce qu'il y avait? Quelque chose qu'on voit assez fréquemment ici, des cônes oranges. Hein? Vous savez, les cônes oranges. Puis alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a des cônes oranges? Bien, les flèches jaunes, là, ben, ils les enlèvent parce que là, il y avait un mur de trop, puis il y avait ceci, cela, puis on enterre ça par ça, puis là, on ne les voit plus. Je marche pendant 1 kilomètre sans rien voir. Finalement, je suis retournée à l'auberge parce que alors, il y a un grand Hollandais là, avec qui j'ai marché, un gars de 6 pieds et 5 pouces à peu près pendant qui m'a sorti de là. C'est sûr qu'au bout d'un certain temps, je lui ai dit, écoute, là, tu peux t'en aller là, parce qu'on ne marche pas au même rythme, on n'a pas la même longueur de jambe. Ça, c'est clair. Mais il m'a dépanné. Mais voilà. Mais ça m'a donné quand même l'occasion de rencontrer cette merveilleuse personne, Barbara, qui s'appelle une Brésilienne. J'avais appris pas mal de portugais, je commençais à me débrouiller, mais elle vient du Brésil. Je ne comprenais rien. Rien, absolument rien. Et je le dis, je prends la peine d'en parler un peu parce que souvent on a des préjugés. Je dis on, ça veut dire je. Hein? J'ai des préjugés, fait que, tu sais, du monde qui parle fort, qui sont les seuls qui existent sur la planète, puis qui ne s'occupent pas des autres. Puis, ouais, ça me donnait cette impression-là. Puis, bon sang, qu'elle me tapait sur les nerfs. Puis j'en ai rencontré une couple d'autres, encore des Brésiliens, c'est encore la même chose. Mais on a échangé nos adresses, on a parlé beaucoup, on a échangé, puis je me suis rendu compte comment c'était une personne extraordinaire. Comment c'était une personne merveilleuse, vraiment. Elle a, j'ai oublié, mais je l'enverrai à l'association avec sa permission. Elle a produit une vidéo sur son expérience. Bon, j'apparais sur quelques petits échanges, mais la qualité technique de son travail qu'elle a fait est absolument extraordinaire. Il faut voir ça. Pour ceux, là, les gens qui vont faire ce chemin-là, là, c'est vraiment, ça vaut la peine de le regarder. OK. Alors, avec Barbara et les Français qu'on a rattrapés finalement, peut-être parce qu'ils sont plus gourmands que les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je faisais à peu près tous les jours, je volais un citron, parce qu'il y a des arbres fruitiers tout le long du truc. Quand je voulais une branche de citron, je volais un citron parce que ça donne un bon goût à l'eau, tu sais, que tu ramasses, que tu recueilles, ça donne un bon goût, ça la désinfecte, etc. Mais là, c'était, je ne sais pas si ça s'appelle des kakis, j'ai oublié le nom, etc. C'est des fruits rouges, très juteux, puis tout ça, puis on va en prendre un. La minute qu'on en a pris un, la propriétaire est sortie pour nous distribuer des paniers de kakis. Et à tous les pèlerins qui suivaient, là, ils donnaient des paniers de kakis. C'était vraiment extraordinaire. Bon, alors, on a parlé des petits chemins. Hein, la méthode n'a pas changé depuis les temps romains. Ils en construisent encore. Et puis, moi, j'espère qu'ils vont continuer encore à en construire parce que moi, j'adore ces petits chemins-là, mais c'est surtout qu'à certains endroits, ils ont commencé à dire, on va mettre de l'asphalte. Tu sais, ça coûte moins cher, puis ça se pose plus vite, puis tout ça. Mais avec la chaleur qu'il fait, là, ils n'ont pas les froids, mais ça ramollit, ça fait des creux. Tu marches là-dessus, c'est chaud, ça brûle, ça fond. Alors, ils font, comment dirais-je, des chemins durables. Et voilà, il faut quand même leur reconnaître ça. Pour des beaux chemins qui nous permettent de marcher à travers des beaux paysages. Et ça nous mène à Casa Sagres, une autre auberge, mais cette fois-ci, ce n'est pas une auberge de pèlerins. Enfin, c'est une auberge de pèlerins, mais je ne veux dire pas une auberge municipale, c'est une auberge privée. Donc, avec un beau jardin, et puis de petits dortoirs, mais
avec 3, 4 lits, puis avec des douches presque privées, et puis qui nous servent un repas le soir, puis c'est tenu par la famille, la mère, la grand-mère, le père, ils sont tous ensemble, et puis moi, je leur avais apporté 3, 4 châtaignes, là, je savais pas trop ce que c'était, des marrons, là, tout ça, puis je savais pas trop comment cuire ça. Elle est allée en chercher un chaudron plein, elle en a servi à tous les pèlerins qui étaient là. C'était vraiment extraordinaire. Puis là, après, quand on quitte ça, ben là, on voit la présence de Saint-Jacques, Saint-James, dans des niches le long des murailles qui datent, bon, la dernière, c'est à peu près du 18e siècle, avec les carrés de céramique, puis l'autre, c'est médiéval. Puis les fameux lavoirs qu'on voit un peu partout, c'est vraiment un lavoir du Moyen Âge, l'endroit où on lave le linge. Autrefois, on trempait le linge, on buvait, on faisait les réserves d'eau et tout ça. Et puis, ça, je sais. Alors, il y a d'autres petites chapelles très, très modestes qui sont dédiées à d'autres saints, comme celle de Saint-Sébastien, dont c'est contre les épidémies. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que les Portugais ont invoqué Saint-Sébastien lors des 4 dernières années que nous avons vécu l'épidémie de COVID? Voilà. Et parce qu'à l'époque, c'était la peste noire, hein, dans les années 1300. Puis tout en Europe, partout. Ça a dû être apporté par les morts, là. Les morts, vous savez, les musulmans, là, c'est sûrement ça. Sûrement ça. Alors, c'est ce que je disais quand région les petits villages très agricoles, donc des vergers complets de marronniers, la fameuse soupe verte, là, la calda verde, là, qui est faite avec les feuilles de chou frisé, le kale, qu'on voit des jardins de kale partout. C'est sûr, ils n'ont pas vraiment d'hiver, ça ne gèle pas. Puis les marrons qu'on trouve partout sur les marchés. Et là, j'arrive à mon coup de cœur le jour de mon anniversaire à Ponte de Lima, où est-ce que je passe 2 jours. Ponte de Lima, ça veut dire pont de la rivière Lima. On voit le pont moderne en avant, le vieux pont par en arrière. Et puis la fontaine centrale qui sert de place de rassemblement. La fontaine Chafaris qui date du 17e siècle. Puis à l'intérieur là, c'est là que les gens se rencontrent. Puis les Français, je les avais perdus de vue, mais on les a retrouvés. Puis le soir de mon anniversaire, on a soupé ensemble, tout le monde. C'était vraiment chic. Mais ils n'ont pas payé mon repas, mais bon, quand même. Quand même. Alors, les sculptures, là, c'est pour rendre hommage au passé et aussi à tous les festivals qu'il y a eu. Le festival d'accordéon. Là, j'ai pensé à Gaëtan. Qui joue de l'accordéon? Il ne fallait pas le dire, hein, Gaëtan. Et puis, le festival Vaca de Corda, quelque chose de même. En tout cas, ça a l'air qu'il promène une vache dans toute la ville, puis que, malheureusement, désolé pour les défenseurs des animaux, à la fin de la journée, ils font un barbecue avec toute la journée. Puis, j'étais un petit... C'est le fun de marcher, là, mais disons que... changer les pieds, ça fait du bien aussi. Ça, c'est le pont romain, le vrai pont romain. Mais ça fait du bien. Ah, attendez, pas grave, j'en passais tout droit. Ah, ça, c'est mon hébergement. Je me suis payé la traite pour 17 €, une chambre privée avec 2 lits, un balcon, vue sur les vignobles. C'était à 2 kilomètres de la ville. Mais qu'est-ce que c'est 2 kilomètres quand on a marché 20 kilomètres dans une journée? C'est rien. Hein? Ça fait aller-retour, ça fait 4 kilomètres, puis c'était pas grand-chose. Puis, un petit détail que je veux faire remarquer, c'est que quand on voit ce signe-là, AL, souvent, ça veut dire alojamento local, ça veut dire hébergement local, donc hébergement, comment dirais-je, typique ou familial, ou ça peut être une ferme, ça peut être une maison un peu particulière. En tout cas, c'est retrouver un peu la saveur locale, un peu. C'est ça que je veux dire. Donc, c'était vraiment formidable. Puis le propriétaire, c'est un ancien pèlerin, donc il m'a servi le déjeuner le lendemain. Puis un accueil vraiment assez extraordinaire. Bon. Alors là, on est dans la vieille ville médiévale de Ponte de Lima, puis le bureau de tourisme. Et là, dans l'ancienne prison du Moyen Âge, on a converti ça en bureau de tourisme. Puis, c'est ce que j'allais dire tantôt, là, je m'étais
trompée. Enfin, je n'étais pas à bonne place pour ma diapositive. Ben, j'ai fait du vélo le long de la rivière. Tu sais, ça change le mal de place. Au lieu de marcher tout le temps, donc pédaler un peu durant la journée. Puis ma photo, ben, j'ai fait une œuvre de charité. Les jeunes, ils commençaient à chicaner. Fait que quand je les ai photographiés, ils ont arrêté tout de suite. Ils ont tout de suite arrêté. Ça s'est bien replacé. Et ça, ici. C'est un personnage absolument extraordinaire. Manuel Martí, qui s'appelle, il est à la sortie de, mais et je lui ai dit que c'était mon anniversaire. Fait qu'il m'a donné un coquillage, hein, c'est ça. Donc, et puis, il m'a demandé de faire une prière pour lui quand j'arriverai à la cathédrale. Et puis, il y a un compteur. Il compte le nombre de pèlerins qui passent devant sa porte. Alors, moi, je suis le numéro 12 064. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. J'ai pu échanger avec lui quand même un petit peu, un personnage vraiment haut en couleur, qu'on pourrait dire. Une autre occasion de se perdre quand on n'a pas mis le buen camino parce qu'on pensait qu'on n'aurait pas de besoin, là, puis qu'on serait bien correct avec ça, c'est que quand il commence à abattre, à déforester, à abattre des forêts ou qu'il y a eu un feu de forêt, puis que là, les ouvriers s'en vont là-dedans, ben là, il n'y avait plus de ligne, là, fait que, puis il n'y avait plus personne non plus, regardez. Ça. Fait que je suis restée là, puis j'ai attendu. J'ai attendu peut-être 20 minutes. Il est arrivé quelqu'un. Il m'a montré son truc. Il avait Buen Camino bien. Il regardait ça bien comme il faut. Puis il dit, oui, tu es sur le bon chemin, tu peux continuer. C'est correct. Bon, on a une différence de sentier ici à droite et à gauche, mais à droite, ça n'est pas tout à fait un sentier, ça ne fait pas partie du sentier du pèlerin, mais honnêtement, il y a des endroits où ça ressemble à ça aussi, où c'est très, très étroit comme ça, c'est très dans la campagne, puis ça longe peut-être un petit ruisseau ou quelque chose comme ça peut arriver. Puis là, après, là, vraiment, là, on entre vraiment dans le chemin qui est je dirais, qui a été le plus difficile, mais pas vraiment. Ça prend avec des bonnes bottes, là, des bonnes bottes de randonnée qu'on a cassées comme il faut puis qu'on a déjà marché. C'est vraiment extraordinaire. Mais il faut faire attention de ne pas se tordre une cheville quand même. Mais c'était vraiment magnifique. C'est vraiment une partie du chemin qui était très, très beau. Puis ça m'a surpris. Non, c'est pas des érables qui entaillent pour la cabane à sucre. Ça, là, c'est la résine de pin. Donc, et j'ai fait une petite recherche sur Google. Et oui, la résine de pin du Portugal est très réputée. Donc, des sacs de plastique. Autrefois, c'était des petits pots en céramique, mais maintenant, c'est ça. Puis, des traces de des guerres napoléoniennes, la fin des années 1700, début 1800. Une bataille qu'ils ont gagnée contre les armées napoléoniennes. Et on arrive à Rubiaes. Ça, c'était un autre coup de cœur dans l'hébergement. C'est un hébergement privé. Mais écoute, c'est, comment dirais-je, Marlène Castro qui a cette auberge-là. Puis, c'est dans la maison de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère, donc une maison qui date de 200 ans, avec tous les objets d'origine, les photos des gens qui ont habité, puis un souper absolument extraordinaire. C'était vraiment un coup de cœur. Elle se cherchait un mari à l'époque. Je lui ai dit que je ferais de la publicité ce soir de la conférence. Une très jolie femme pour aller voir. Vous pourrez voir ça. Bon, alors la deuxième partie, là, c'est qu'on arrive en Espagne. En fait, en Espagne, en Galice. En Galice, hein, on passe en Espagne, en Galice. Et là, on voit, hein, j'en ai même fait une de 10 km. Pourtant, je n'étais pas si fatiguée que ça, puis honnêtement, si c'était à refaire, je ne la ferais pas, celle-là. J'arrêterais, la dernière, là, ici, là, je ne la ferais pas. C'est pas parce que c'est l'endroit où je suis arrêtée, c'était bien, mais disons que j'ai vécu une petite expérience que je n'ai pas trouvé bien drôle. Je m'en serais passée, mais quand même, ça valait la peine de passer par là. Alors, des styles d'hébergement, on vient d'en voir un petit peu quelques-unes, mais il y en a qui sont dans des anciennes chapelles. Il y en a d'autres dans d'autres bâtiments historiques qui ont été convertis. Et puis, un autre exemple, à Valence, des fois, tu arrives, puis là, c'est réservé, tout est réservé. Alors, moi, j'appelle, non, il n'y a plus de place. Mais le gérant, il s'appelle Hernan. Puis là, je me débrouillais bien en portugais, là. Il dit... il dit, écoute, chez moi, là, dans ma maison, j'ai converti une ou deux chambres. Là. Tu peux venir. C'est à 2 kilomètres d'ici, mais c'est pas grave, tu peux venir. De toute façon, je vais là tous les soirs, fait que je peux te reconduire. Alors, je me suis retrouvée dans la maison de ce charmant monsieur Hernan.
qui avait une couple de chambres de libre chez lui. Puis j'ai rencontré aussi des personnes vraiment assez extraordinaires. Puis il y a aussi les quintas et les poussadas, entre autres. Les quintas, c'est des maisons bourgeoises d'une autre époque qui font de l'hébergement. C'est sûr que c'est un peu plus cher que les auberges de pèlerins, il faut s'entendre. Puis les poussadas, c'est comme des vrais châteaux, on peut dire. C'est géré par l'État. Ben ça, c'est le top. Là. Moi, j'ai été prendre un café à la Poussada qu'il y a là, de San Teotonio à Saint-Vincent. J'ai pris un café, ça m'a coûté 2,50 € pour avoir une magnifique vue sur l'Espagne et tout. J'en avais assez, j'en demandais pas plus. Alors, la dernière étape avant l'Espagne, Valença, la fameuse ville fortifiée qui a servi à défendre la ville depuis les années 1200. Donc, mais le style, là, quand c'est reconstruit. Là, c'est un autre style, le style plutôt un peu des Français, le Vauban, l'architecte en question qui faisait ces trucs. Mais ça vaut la peine d'entrer là-dedans. Puis ça, c'est à l'intérieur, vu que c'est à la frontière entre l'Espagne et le Portugal, ben, les Espagnols, comme c'est moins cher au Portugal, les fins de semaine, ils viennent tous magasiner à Valença. Et c'est un capharnaüm absolument extraordinaire. Moi, je vous dis, allez-y au Piézin, achetez des bas. Parce que là, les bas vont vous coûter 3 fois rien. Vous allez en avoir en mérino, en bambou, en tout ce que vous voulez. Puis ça ne va pas vous coûter. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai acheté, puis j'ai laissé mes vieux bas le long du chemin aux endroits particuliers, là où est-ce que ça pouvait être utile. On en verra d'autres endroits un peu plus tard. Et puis, heureusement, c'est un samedi. Parce que, comme c'est un samedi, moi, j'ai trouvé des choses extraordinaires. J'avais le goût de m'acheter. C'était presque irrésistible, certaines choses comme ça. Mais là, on ne peut pas traîner ça sur le chemin. Donc, je me suis dit, je vais les poster. On va envoyer ça par la poste. Mais le samedi, les bureaux de poste sont fermés. Fait que j'ai économisé cette journée-là beaucoup. Puis j'étais très contente de ne pas avoir acheté finalement. Bon, alors, un petit résumé d'un peu d'histoire rapidement, là, un peu dans notre chemin, vu que l'histoire, pour moi, c'est important de voir là, où est-ce qu'on s'en va, puis d'où on vient, puis tout ça. En 40 après Jésus-Christ, la visite de Saint James, Saint-Jacques en péninsule ibérique, donc au Portugal, en Espagne. Les invasions barbares, là, tout le monde se chicanait entre eux. Ben, là, les Arabes, les Morts sont arrivés, ils ont mis de l'ordre là-dedans, eux autres. Hein? OK, ils laissaient les chrétiens pratiquer leur religion et tout ça. Puis là, il est arrivé un événement céleste dans les années 800, puis waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Et comme par hasard, ils ont découvert la tombe de soi-disant Saint James, Saint-Jacques, en tout cas. Puis c'est une belle excuse pour faire des croisades. Hein? On part, on va chasser les morts, et puis bon... Et il faut construire une basilique et tout ça. Et là, tout ça, des siècles de pèlerinage, des rois, des personnes célèbres et tout ça, jusqu'au 19e siècle, les guerres napoléoniennes et une répression aussi, on le sait, avec la Révolution française, des religions et tout ça. 1910, l'instauration de la République, c'est terminé la monarchie. 1914, Première Guerre mondiale. 1917, très important, les apparitions de Fatima, ça a eu un impact sur le chemin de Compostelle. Parce que entre Lisbonne et Porto, Tomar est tout près de Fatima, donc les gens ont commencé à faire des pèlerinages plus vers Fatima. Sur le chemin, quand on fait le chemin, on rencontre beaucoup de gens qui s'en vont à Fatima, les petits signes bleus. Donc, on pensait que les gens s'en retournaient chez eux. Non, on s'en va à Fatima. Donc, ça marque beaucoup, ça a marqué beaucoup. Les chapelles d'apparition, on pourrait en parler longtemps. Neutre durant les fameuses années Salazar, qu'on dit des années de dictature, jusqu'en 1975, ces années, j'avais 20 ans là, dans ces années-là, et durant les années Salazar, la Galice a perdu son statut de province autonome, on voit que ça les a marqués quand même. Les guerres d'indépendance en Angola, Portugal, Espagne, tout ça les a marqués beaucoup parce que beaucoup de gens ont fui. Il y avait la conscription, puis moi, j'ai rencontré des gens dans le musée à Valença qui disaient, moi, mon grand-père a passé proche d'aller en prison parce qu'il a fui en France, etc. Et tout ça a fait mijoter là, tout un mouvement là, de contestation, de révolution, tout ça des années 70, et évidemment, Révolution des Oyettes, dont l'anniversaire est l'année prochaine, le 50e anniversaire. Donc, ça va être assez formidable, j'imagine. L'année prochaine, ceux qui y vont, là. Voilà. Alors là, voilà, le fameux pont pour aller, là, à Valence, entre Valence et Touy, le pont qu'on traverse à pied. Et ici, là, vraiment, on rencontre quelque chose. Pour moi, c'est vraiment
extraordinaire. Vous voyez, ce signe-là. Galicia is not Spain. La Galice n'est pas l'Espagne. Leur esprit de nationalisme est encore là. Moi, je dis, vous parlez espagnol? Non, 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 on parle le galicien ici. On ne parle pas l'espagnol, on parle le galicien. Si vous allez sur Google Translate, vous allez voir que galicien, c'est une langue. Et puis là, le long du chemin, ça, c'est très récent. Pour montrer le long du chemin de Compostelle, c'est quoi l'important? C'est les gens. C'est ça qui est important, ce sont les gens. Alors, il y a une exposition, il y a plusieurs expositions le long du chemin. Celui-là, c'est le long du chemin portugais. Ça s'appelle Las Estrellas del Camino, les étoiles du chemin. Les étoiles, ce n'est pas juste les étoiles du ciel. Les étoiles, ce sont les gens qui maintiennent ce chemin-là, qui font ce que le chemin est maintenant. Et c'est sur les maisons, ce sont des œuvres d'art absolument fantastiques. Et celle-ci, c'est celle qui a fondé la coopérative des piments là, à Hébron. Milagros González. Et puis, très important, ça c'est important par exemple, l'exposition est commanditée, payée par, devinez qui? Estrella Galicia. C'est quoi? C'est une marque de bière. Hein? Fait que tout le long, là, vous allez boire de l'Estrella Galicia. Bien, pensez-y quand vous allez en boire que c'est eux qui ont payé cette merveilleuse exposition que vous allez en croiser le long du chemin. Et puis, ça, c'est une personne avec qui j'ai joué un rôle, je dirais, de psychologue le long du... Mais je ne voudrais pas lui faire de peine si elle entendait ça parce que ça m'a touchée énormément. Elle habite en Australie, puis je vais sûrement la revoir un jour. Parce que j'ai vécu 2 ans en Australie, puis j'ai l'intention d'y retourner avant de mourir. Bon, alors là, on s'en va vers une ville de Porino, dont je n'ai pris aucune photo parce que cette ville-là m'a déprimée. J'ai vu plein de graffitis partout. C'est une grosse ville industrielle, mais avant d'y arriver, on voit cette carrière de granit. Et là, on voit que tout est en granit. Là. Les poteaux de téléphone sont en granit, les boîtes à fleurs sont en granit, tout est en granit, les tables de pique-nique sont en granit. Et les fameux séchoirs à grains, ça m'a pris du temps de savoir que c'était ça, en granit. Et on l'en fait, et les monuments à Saint-Jacques, tout ça se fait encore aujourd'hui. Les croix du chemin, on en fait encore aujourd'hui, et ça vient tout de là. Celle-ci, évidemment, c'est une croix plus ancienne. Puis ça Redondela, en face de mon auberge qui s'appelait Casa de Herba, une charmante petite auberge. Et puis, ces croix-là m'ont frappée parce qu'elles avaient quelque chose d'un peu spécial et sont un hommage à Sainte-Marthe. Bon, Sainte-Marthe, une des femmes qui était en bas de la croix du Christ. Bon, c'est sûr que pour bien des jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour moi, c'est comme, pourquoi on honore les femmes en Portugal, je pense, je ne sais pas, la Vierge pèlerine, la Vierge des 7 douleurs, ça finit plus, là. Alors, pour moi, c'était un élément décoratif et instructif aussi, parce que ces croix-là, dans le fond, quand ils étaient plantés, dans le fond, pour orienter, diriger les gens sur les chemins, ça avait une valeur particulière. Là, j'ai manqué mon coup, sérieusement, parce qu'en quittant de Redondela, ce que j'ai appris, c'est que quand vous voyez une gang de pèlerins là, qui s'en vont quelque part, puis s'en vont tous en quelque part, puis vous vous dites, c'est sûr qu'ils savent le chemin, on va les suivre. Bien, il ne faut pas toujours faire ça. Il faut faire attention, parce que, oui, je ne me suis pas perdue, c'était un chemin, mais c'était pas intéressant. Là, j'ai manqué, il y avait une petite voie alternative qu'on dit qui s'en allait sur le bord de la mer. Là, après, là, mes amis français m'ont tout envoyé des photos qu'ils sont en train de se faire bronzer sur le bord de la mer, sur la voie alternative. Moi, j'ai tout manqué ça. Alors, leçon, faites attention, ne faites pas suivre sans savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais quand même, j'ai vu un beau lavoir, un beau lavoir historique. Je ne me suis pas baignée dedans, mais j'ai appris que c'était un endroit qui, aujourd'hui, c'est la même fonction que Facebook, on pourrait dire. Les femmes se rencontraient là pour échapper au contrôle des hommes, on peut dire. Donc, ils parlaient entre elles de qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas que leur mari entende. Et ce sont des endroits maintenant qui sont... On n'a pas le droit de détruire ça maintenant. Il faut préserver ça. Bon, Redondela, Pontevedra, vers le chemin où on s'en va. OK. Et puis là, ben, c'était pas la mer, mais quand même...
Il y a des beaux ruisseaux, l'eau est claire, on voit les pierres dans le fond, c'est limpide, puis il fait chaud à la fin de la journée. Ben, je me suis baignée dans cette merveilleuse fontaine. Puis, si vous voulez avoir le bénéfice de faire ça, assurez-vous, mesdames, d'avoir comme brassière quelque chose qui peut vous servir comme costume de bain. Tu sais, un petit top noir, là, par exemple, ça paraît pas trop, puis puis vous allez passer inaperçu sans aucun problème. C'est bien pratique. Voilà. Alors, là, je m'en vais vers Pontevedra, passe à travers quel petit village, puis j'avais pas réservé. Comme la plupart du temps, je réservais pas, mais des fois, c'est mieux. J'avais pas réservé, c'est correct, là. Mais ça dépend des fois. Mais là, je me demande, est-ce que je vais trouver l'auberge? Je suis pas très certaine, mais encore une fois, il y a un couple de gens du Canada là, qui ont jasé avec moi. Ils m'ont dit, écoute, Micheline, si tu trouves pas d'endroit, regarde, on loge à tel hôtel, là, voici notre numéro de téléphone, puis téléphone-nous. J'ai pas eu besoin de le faire, mais bon, quand même. Alors, je suis arrivée à Pontevedra, dans l'auberge municipale. Il y avait de la place. Ça coûtait un modeste 10 euros. Et c'est là que j'ai été d'accord avec John Burley, qui dit que le téléphone, c'est bien, mais il faut s'en servir de façon intelligente et il ne faut pas trop abuser. Parce que là, c'est pas vrai que dans toutes les auberges, c'est un endroit pour échanger. Parce que, vous voyez, c'est ça que les gens faisaient à cette auberge-là. Fait que je ne pouvais pas échanger vraiment avec personne. Les gens étaient trop fatigués, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ils étaient tous sur leur téléphone. Voilà. Moi, l'utilisation principale de mon téléphone, c'était le soir, avant de dormir, j'écrivais mon journal. Et c'est grâce au message que j'envoyais à mon ami Richard là, que j'ai pu écrire ce journal-là dont on voyait la page frontale en début de l'exposé. Pontevedra, c'est la capitale du chemin de Compostelle, si on peut dire. Puis ça, c'est un monastère franciscain qui date du 14e siècle, puis l'autre dédié à gauche, celui à gauche, dédié à la Vierge pèlerine, dont on voit l'image un peu partout le long du chemin. Encore une fois, la Vierge pèlerine est partout. C'est des endroits qui sont magnifiques à visiter. Il y avait des joueurs de cornemuse, il y en a un peu partout. Il y en avait aussi à Saint-Jean-de-Compostelle. Une chose qu'il faut retenir, puis que ça, c'est bien important, c'est que oui, c'est vrai que l'horaire pour souper, là, c'est vrai que c'est quelque chose. Mais il y a quelque chose de commun avec ici, là. C'est la pénurie de main-d'œuvre. Fait que là, moi, je suis arrivée au restaurant à 8 heures. C'est l'heure qu'on arrive là, pour le restaurant. Mais j'ai été servie à 9 heures. OK? Puis l'auberge, les auberges de pèlerins, là, ça ferme à 10 heures. Fait que tu as besoin de retrouver ton. Là, il s'est mis à faire noir. Là, j'avais Buen Camino, mais je n'étais pas encore bonne. Puis j'avais le Google. Mais là, je ne sais pas pourquoi c'était la nuit, mais le petit point bleu là, qu'on est supposé voir, il se promenait tout partout. Là. Pas moyen. J'avais pas moyen de me retrouver. Puis là, j'ai croisé un policier. Le policier, lui, avait des tickets à aller poser, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il m'a dit, va là. Je n'étais pas plus avancée. Là, il s'en allait, il était 10h moins 20, moins quart. Je ne suis pas encore rendue à l'auberge. Là. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ben, encore une fois, je me suis débattue dans l'air. Et puis, il y a une dame qui est arrivée, puis elle est allée me reconduire jusqu'à l'auberge. Mais j'ai été chanceuse parce que, je pense que si ça n'avait pas été ça, je pense qu'elle m'aurait invitée chez elle. Je pense que c'est ça qui serait arrivé. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Et puis, Pontevedra, la ville a fait vraiment quelque chose de bien. C'est que je regardais dans mon livre qu'il y avait des musées, mais finalement, le musée, c'est toute la ville qui est un musée. La ville a acheté les vieux édifices puis pour les restaurer. Puis, alors, c'est ça qui fait que ces immeubles-là vont être restaurés. Et là, je n'ai pas fait la même gaffe que j'avais faite en manquant la mer et tout. Là, j'ai regardé comme faux dans mon livre, puis j'ai suivi les indications et j'ai pris la voie alternative qui passe à travers les forêts, puis les cours d'eau, puis tout ça. Puis, moi, quand je vais dans un pays, je vais toujours visiter au moins un cimetière. Je trouve que c'est très important. Ça dit vraiment ça donne vraiment une idée de comment les gens perçoivent la vie après la mort, s'ils croient qu'il n'y en a pas, ou l'importance sociale qu'ils donnent aux funérailles ou des choses comme ça. Et puis, pour être bien honnête, des fois, ça est arrivé une fois que je cherchais un hébergement, puis je me suis dit, s'il n'y en a pas, peut-être que, je ne sais pas, en tout cas. C'est ça. Là, on est à l'église Santa Maria dell'Alba en 1595.
Et le presbytère fait honneur au dernier curé qu'il y a eu là, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant, c'est que je suis allée m'asseoir à l'intérieur et puis c'est un petit peu, pas abandonné, mais on peut dire en tout cas, il y a un petit poulailler puis tout ça, puis je me suis assise bien confortablement, puis j'ai voulu nourrir quelques poules qui étaient là, mais dès que j'ai fait ça, toutes les poules avec le coq se sont mis à courir après moi, puis ont sauté sur le banc. Alors, j'ai couru avec mon pique-nique, j'ai ramassé mon sac et j'ai fui parce que j'avais pas d'affaires là. Ça, c'est l'endroit où j'ai arrêté, puis j'aurais pas dû, j'aurais pu arrêter, mais j'aurais pas dormi là. C'est une ancienne école transformée en auberge, mais disons que c'est géré de façon... ben, j'ai trouvé, pour faire une histoire courte, que le gérant de l'auberge, il y avait une nette préférence pour les jeunes femmes. On va dire ça de même. Oui. Non, il m'a fait attendre une demi-heure avant de me... J'étais la première arrivée, puis il a fait passer tout le monde. Vraiment. Après ça, j'ai trouvé que c'était un peu ordinaire. OK. Alors, mais c'est quand même ces endroits-là, ces petits villages-là qu'on traverse, il y a des endroits on nous dit que c'est des villages qui ont plus de 2000 ans d'existence. C'est pas rien. Il en reste pas beaucoup de traces, mais il y a quelques endroits, ils vont dire, voici, ici, il y a 2000 ans, il y a des Romains qui ont passé ici, il y a des installations qui datent de la préhistoire ou presque, dans certains cas. Calda de Reis, ce qui est intéressant, surtout si on a je dirais un peu plus de budget, parce que je serais allée certainement, c'est qu'il y a des sources thermales partout. Partout, toutes les auberges ont accès à des sources thermales. Il y a des sources thermales partout dans la ville. Et on comprend que c'est une ville qui est très antique parce qu'avec des sources thermales, vous comprenez que l'hiver, dans la préhistoire, les Celtes et tout ça, tu n'avais pas besoin d'un système de chauffage très développé, donc tu allais t'installer là. Alors, c'est vraiment, ça vaut la peine. Et dernière étape, et vous voyez comme j'ai été, je me suis pas vraiment, là, regardez ça, là, c'est pas vraiment, regardez ça, 2 jours, 12 kilomètres, hein, vraiment, 12 octobre, 12 kilomètres, dénivelé 100 mètres, écoute, vous comprenez pourquoi j'ai pas fait d'ampoule, OK? Ah, puis j'ai prié aussi, ça aussi ça compte, quand même. Bon, alors, là, je m'en vais vers Padron. J'ai mis entre parenthèses parce que je suis passée par Herbonne. Là, c'était un détour de plusieurs kilomètres, mais qui valait vraiment la peine parce que c'était un hébergement dans un monastère franciscain qui est tenu par l'association de Compostelle de là, tout par des bénévoles. Et puis, je ne voulais pas manquer ça. Et là, à Hébron, c'est là que... Puis les franciscains, selon je ne sais pas si c'est vrai, mais ça a l'air qu'ils ont eu des missions en Amérique à un moment donné. Et c'est d'Amérique qu'ils ont ramené les petits piments. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'on dit. Puis Hébron et Padron, c'est réputé pour les petits piments. Puis il y en a partout. Puis on peut faire le chemin du piment. Hein? Donc, on peut suivre le chemin du piment, aller et on vous apprend tout sur le piment. Alors là, il y a eu des petites journées de pluie, comme vous pouvez le constater, mais ce n'était pas encore trop dramatique. Alors là, voici le fameux monastère franciscain. Et on a été accueillis vraiment comme des princes et comme des rois. On attend là, il y a 30 places seulement. On a des petites chambres individuelles dans lesquelles il y a 1 ou 2 lits, mais moi j'étais toute seule. Mais c'est des chambres des anciens séminaristes. Là. On a les chambres des anciens séminaristes. Et puis, on a une visite guidée de tout cet endroit-là par celui qui nous donne la visite. C'est un ancien frère qui a défroqué à un moment donné, excusez l'expression. Il n'avait pas la vocation, comme il dit. Même qu'à un moment donné, au milieu de la visite, il s'est arrêté pour prendre une cigarette, puis il en a offert à tous les pèlerins qui étaient là. Personne ne fumait. Moi non plus, je ne fume pas, mais j'ai dit, garde, pour pas que vous vous sentiez trop mal, je vais en prendre une. Alors, qu'on a fumé ensemble une cigarette, c'était vraiment extraordinaire. Puis, il parlait seulement en galicien ou en espagnol, mais il y avait un pèlerin qui traduisait en anglais. Et puis ça, en bas, les cruches, là, moi, je ne savais pas ce que c'était au début, mais j'en avais vu abandonner en quelques endroits. Ben non, c'est des cruches de vin. Et puis, le repas communautaire qu'on a eu, c'était vin à volonté. Écoutez, là, puis on a chanté les chansons de pèlerins, mais comiques, drôles, pour rire. Puis, ceux qui nous accueillaient nous ont donné des leçons de vie, vraiment. Des leçons de vie, l'importance de rire dans la vie, l'importance de ne pas prendre les choses au sérieux, l'importance
de l'empathie. Ils nous ont donné, bon, la messe, on peut pas dire qu'elle était obligatoire, mais mettons que pas y aller, ça aurait été pas poli. Écoute, à la fin, ils nous ont accueillis en cercle. Ils nous ont remis une lettre personnelle à chacun. Puis ils nous ont remis un petit bouton comme ça qui signifie l'empathie. L'importance de l'empathie, l'importance d'écouter l'autre, de se mettre dans ses souliers. C'est bien d'être confortable dans nos souliers, mais d'essayer de se mettre dans les souliers de l'autre, c'est autre chose aussi. Alors, c'était vraiment ça, une expérience absolument extraordinaire. Ça valait le détour. J'en ai des émotions juste à y penser. Et les gars pleuraient quasiment avant de partir parce qu'ils disaient c'est notre dernière journée, puis demain c'est plate, on retourne travailler. Ils faisaient, c'était leur bénévolat. Demain, il y en avait un qui était pâtissier, puis l'autre, je ne sais plus trop. Alors là, après ça, je m'en vais vers Padron. Et j'arrête en allant vers Padron au musée de Rosalie Castro, encore une autre Castro. Je me dis, coudonc, les Castro, qu'est-ce qu'ils font ici? Il y a plein de Castro partout. Et puis je leur demande s'ils connaissaient Fidel Castro. Non, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Non, ça n'a rien à voir avec nous. Puis c'est drôle, en revenant ici, j'ai fait une recherche. Puis le père de Fidel Castro, il est né en Galice, dans un petit village de Lancara, à 140 km de là. Donc, puis c'est un petit musée avec... donc, il doit bien y avoir de quoi. Mais en tout cas, c'est peut-être qu'aux époques de Salazar, où est-ce qu'il était tellement anticommuniste que, non, Castro, on ne connaît pas. Enfin. Alors là, à Padron, il y a beaucoup de la vie de Saint James ou de Saint Jacques. C'est pour ça que je me suis quand même plus attardée là-dessus. Bon, et là, une chose qu'il faut retenir, absolument. Là, c'était le 12 octobre. Mais moi, le 12 octobre, je ne savais pas si c'était si important que ça, le 12 octobre. Le 12 octobre, c'est la fête du Pilar. La fête du Pilar, ça se fête en gros à Saragosse, en Espagne, mais ça se fête aussi partout, pas juste là. Puis là, tout le monde est en congé. Tout le monde est en congé. Là. Il n'y a plus d'hébergement nulle part. Moi, je n'avais pas réservé, là, pas du tout. Fait que là, je marchais depuis le début. Puis là, on me l'avait dit, regarde, là, essaye, ça va être difficile. Fait que là, chaque hébergement que je trouvais, non, c'est plein partout. Une belle ancienne ferme, toute convertie avec piscine, tout le cric. Je revois ma brésilienne étendue sur une chaise, en train de se faire bronzer sur le bord de la piscine. Non, c'est plein. Bon, en tout cas, elle a été bien gentille. Elle m'a offert son appartement à Santiago, mais les dates ne correspondaient pas. Alors là, j'étais un peu découragée. Là que je recommençais à regarder là, dans les cimetières pour voir s'il n'y avait pas un petit endroit. Là. Et alors, la fête du Pilar, c'est la fête de la Vierge du Pilier. Là, ça, c'est une autre histoire d'apparition, cette affaire-là. Mais ça coïncide, vu que le pays a été très laïcisé, avec la découverte de l'arrivée de Christophe Colomb le 12 octobre, où c'est qui est arrivé, là, en Amérique, en tout cas, on peut dire. Donc, oui, c'est ça. Et il fête, mais le 12 octobre. Alors, il fête ça partout. Il y a de l'hébergement, là. Le seul que j'ai trouvé, c'est celui à droite, mais là, c'est de ma chambre. C'était quand même très, très bien parce que, oui, il ne voulait pas me louer la deuxième nuit, que je voulais rester là pour me reposer, pour arriver bien en forme à Santiago. Mais finalement, je les ai tellement tordu un peu le bras, qu'on peut dire, parce qu'ils s'en allaient en congé, eux autres. Ils m'ont loué une nuit, mais la deuxième nuit, non, on ne sera pas là. Finalement, on dit, regarde, on va te laisser la porte ouverte. Là. Regarde, tu auras juste à laisser la porte ouverte. Puis si tu pars, tu sors sur la rue, tu auras juste à surveiller la porte. Puis... Fait qu'il n'y avait pas personne, j'étais tout seul dans toute l'auberge à surveiller pour pas qu'il y ait personne qui vienne. Donc, c'était un peu particulier. Finalement, j'ai été pas mal chanceuse là-dessus. Puis, alors, c'est bien sûr que j'arrive... à Santiago. Et là, j'ai passé une place très, très, très importante dont je n'ai pas parlé. J'aurais voulu faire la variante spirituelle. Alors ça m'avait été recommandé, puis je la recommande. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les derniers jours, là, il s'est mis à pleuvoir, mais pas pleuvoir un peu, là. Pleuvoir, là. Pleuvoir, c'était, écoute, des déluges à tous les jours. Tellement que quand je suis arrivée à Santiago, là, on a une petite accalmie pour la photo, mais c'était un déluge. Le parc Alameda, devant, pas loin, là, autour, était fermé, barricadé avec des banderoles parce que les branches tombaient des arbres. J'ai pu aller chercher ma compost, comment on l'appelle, la compostelle, là? Il n'y avait pas personne, hein, parce qu'il pleuvait tellement. J'ai passé comme ça, je suis rentrée, il n'y avait pas personne. Et puis, alors, quand j'ai vu qu'on annonçait tout ce mauvais temps-là, puis que ça rallongeait de 40 km, que j'étais pour marcher toute cette période-là, j'ai dit non, je vais.
je vais faire ça mollo. Et puis, c'est ça. J'ai pas de regrets, dans un certain sens, mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu cette mauvaise température-là, l'aurais certaines fois. Pourquoi j'ai mis la petite fleur? C'est parce que oui, c'est fantastique. C'est fantastique, cette cathédrale, c'est extraordinaire. Mais pour moi, toutes les petites choses, des fleurs, pour moi, c'est des créatures extraordinaires dont on n'est même pas capable encore de créer ça. Euh, alors, chaque petit moment, c'est plus finalement le trajet que la destination pour moi qui est encore le plus important. Mais pour voir de haut tout ça, je pense que ça vaut vraiment la peine. Et puis, quand on est pèlerin, on a un bon rabais pour la visite. Puis, c'est vraiment une visite qui vaut la peine. Elle était toute en espagnol, mais l'espagnol, un vrai espagnol, donc que je pouvais suivre bien. C'était absolument extraordinaire. Tout ce qu'on nous dit dans cette visite-là, c'est vraiment imprégnant. Puis tout ce qu'on vit à la messe, les cérémonies, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, malgré la pluie, peut-être même grâce à la pluie, parce que ça a un autre côté. Par contre, pour aller prendre l'avion, c'était autre chose. Alors moi, mon périple pour 22 jours, hein, c'est pas 22 jours sur le chemin de Compostelle. Sur le chemin de Compostelle, c'était peut-être 16 jours peut-être. Les autres jours, c'est un petit peu de tourisme avant, bon, mais je compte pas évidemment le séjour purement touristique avant. Mais juste ça, nourriture et hébergement en mois. Puis ça, c'est le maximum. Le transport, c'est vraiment pas cher. Lisbonne-Tomar, l'équivalent de 5 au Porto, en plus que je l'ai payé 2 fois parce que j'ai manqué le train le premier. Il voulait pas me rembourser. Et puis, au Porto, Villa de Conde, ça, c'est le métro. Santiago-Lisbonne, je l'ai fait en train. Hein, je l'ai fait en train pour revenir, le voir la mer en train. Puis, métro à Lisbonne, les retours, divers, les petits cadeaux, les petits trucs. Fait que c'est pas quelque chose qui... Ah oui, les menus du pèlerin, moi, j'en ai vu quand même assez souvent. Puis ça vaut la peine. Et voilà. Gare de train typique, ça c'est la gare à Santiago. Puis en dessous, c'est la gare Campana à Porto. Voilà. Bon, ce qu'il y a dans mon sac à dos, ça c'est personnel, c'est pour moi, mais c'est parce que pour un prochain voyage, pour ne pas rien oublier, c'est toujours pratique d'avoir ça. Et puis, même, on se rend compte qu'on en amène toujours trop. Hein? Fait que moi, tout le long du chemin, des petits bas, là, on voit qu'il y a des endroits, les pèlerins, ils laissent des petites choses, des fois des petits poèmes ou des petites choses qu'ils n'ont plus besoin. Ben, moi, j'ai laissé des boucles d'oreilles, des bas, une brassière, en tout cas, je veux dire, pas quelque chose que, tu sais, c'était plus utile, là, tu sais. Donc, j'en ai laissé à plusieurs endroits, comme ça. Voilà. Conclusion. Bon, est-ce que voyage, hein, on parle de spiritualité beaucoup. Ben moi, je dirais que le voyage, c'est impossible qu'il ne soit pas spirituel, surtout toute seule en plus, parce que veux pas, tu marches. Quand même que tu prendrais l'autobus un certain trajet, c'est pas possible. Puis, moi, je vais chercher quelque chose en faisant ce chemin-là. J'en ai trouvé une bonne partie. Une bonne partie de ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Mais je pense que, en tout cas, moi, ce qui me concerne, moi, j'ai jamais tout trouvé. Et puis, c'est certain que je vais repartir sur un autre chemin. Puis, entre deux, ça fait partie du chemin aussi. Quand on est entre deux chemins, ça fait partie du chemin. Puis, le chemin qui s'achève, ben c'est un autre qui commence. Et c'est comme ça que se termine ma présentation. Voilà. Voilà. Merci.